Salut à tous et bienvenue sur le Salon des légendes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission avec un joueur qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je suis avec Marjorie Fabre. Très heureux de te retrouver, Marjorie. Moi aussi, merci. Très heureux d'être dans cette émission qui nous est proposée et qui est rendue possible aussi grâce à SAT, le spécialiste de la crypto-monnaie, notre sponsor qu'on salue bien bas. Nous sommes donc pour ce premier rendez-vous de l'année 2022 avec un buteur qui a marqué les esprits de l'OM alors qu'il n'est resté qu'une seule saison. Non, ce n'était pas Mario Balotelli, non, ce n'était pas Didier Drogba. Il a fait tout aussi fort, voire plus, parce que son équipe était bien mieux classée. Il avait beaucoup plus de concurrence et il a su se rendre indispensable. Il a joué aussi à Barcelone et derrière, il a fait quand même une sacrée carrière. C'est Sonny Anderson, il est avec nous. Salut Sonny, très heureux de te retrouver. Salut, moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous et parler de l'Olympique de Marseille. Juste une petite correction, j'ai fait que 6 mois. C'est vrai qu'on dit c'est une saison, mais c'est encore moins qu'une saison. Voilà, donc tu as vraiment et tu as marqué des buts. Il y en a certains, il leur faut 3 ans pour marquer autant. Donc on va revenir sur ta carrière. Je sais que c'est ta spécialité, Marjorie, de dérouler comme ça le fil des carrières de nos invités. Donc je te laisse démarrer avec Sonny au tout début au Brésil. Super. Sonny, merci beaucoup. On est vraiment, je ne vais pas dire la même chose qu'Romain, mais on est obligé de le dire. Chacun à notre tour, on est ravis vraiment que tu sois là. Tu vas répondre donc à nos questions concernant ton déroulement justement de ta carrière. Donc on va retracer tout ça, faire notre Wikipédia avec toi. Donc pour commencer, tu es donc né au Brésil en 1970. Dis-moi si je me trompe au niveau de la prononciation, à Guatuba. Goiatuba, oui, c'est ça. Goya, on y était presque. On avait tout dit sauf ça, mais c'est très bien. Dans les terres près de Brasilia, donc loin de la mer, loin de Rio. Comment se passe l'enfance du petit Sonny? Ça se passe comme tous les gamins de cet âge-là, avec une famille de footballeurs, parce que mon père il était footballeur et entraîneur. J'ai un frère aussi, on a été là-dedans depuis tout petit. Ça fait que des moments où on peut jouer au foot, on joue au foot, on va à l'école. Et surtout, à l'époque, l'enfance, c'était de travailler pour amener de l'argent et pour donner à manger, aider à donner à manger à la famille, à la maison. Voilà, le foot, c'était pas la priorité au départ, c'était surtout d'amener à manger à la maison. Et on a grandi en faisant le foot dans le salon. J'ai grandi en jouant au foot dans la rue, à l'école. Voilà, j'allais à l'école plutôt pour jouer au foot que vraiment d'apprendre. C'était mon enfance, elle était là-dedans, entre aider la famille et voilà, le temps que je pouvais pour jouer au foot. Tu étais déjà passionné de ballon. On a bien compris. Tu démarres à 17 ans avec le mythique donc, club Vasco da Gama. C'était ton club du Brésil, au Brésil? Ouais, je suis formé à Jaú. Jaú, c'est une ville à 400 km de la campagne, 400 km de São Paulo. J'étais formé là-bas. Je suis arrivé en fait 14 ans dans ce club. Je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans. 16 ans et demi, j'étais avec l'équipe pro et je suis pas à Vasco da Gama pour signer mon premier contrat pro à 17 ans en 88, 89, 88. Et ensuite, tu débarques donc en Europe à 22 ans, donc au Servette Genève, en Suisse, où immédiatement tu casses la baraque, tu casses tout concrètement. C'est vrai. Et paraît-il qu'ils ont eu beaucoup de chance de te recruter. Pourquoi ça? Oui, parce que moi aussi j'ai eu de la chance. Parce que en fait, dans le transfert, j'étais au Brésil. Il y a un agent qui vient me voir et qui me dit hey, tu viens avec moi en Suisse. Ben, je savais pas du tout se trouver tout ça et je suis débarqué avec lui en Suisse. En fait, c'était Evaí, un attaquant brésilien qui avait joué avant en Italie à Atalanta et qui ne voulait plus venir en Europe jouer. Du coup, l'agent il m'a amené en Suisse et j'ai fait un essai, je crois que c'est contre Monaco ou Auxerre. On perd le match, mais le club de Servette, ils ont dit ben, on va te garder parce qu'on a vu que tu avais quelque chose et on pense que ça peut donner quelque chose ici. Voilà, et du coup, ben, je suis parti. La première saison, je suis numéro buteur de championnat. La deuxième, j'ai fait une demi-saison parce que je suis parti à Marseille. On était champion de Suisse. Mais même avant ça, Sonny, quand le recruteur vient te voir, je crois, au Brésil, au début, il regarde un autre match et puis il reste et il tombe sur ton match presque par hasard, c'est ça? C'est la légende?
Oui, parce qu'en fait, il venait, nous, on avait joué dimanche, je me souviens, un dimanche contre São Paulo, on faisait 0-0, il était là pour voir des joueurs de São Paulo, parce qu'Evaí ne voulait pas venir. Et le lendemain, il est venu dans le club, dans mon club, il a dit, ben, je le prends, je l'amène avec moi. Voilà, c'est tout simplement, il n'est pas venu pour me voir dans ce match-là, et parce que bon, il s'intéressait pas vraiment à moi dans ce match-là, mais il a vu qu'il y avait une possibilité de m'amener dans ce que j'avais fait dans ce match. Effectivement, je suis parti comme ça en Suisse. Tu marques donc 33 buts en Suisse. Forcément, d'autres clubs de renommée s'intéressent à toi, tels que Benfica, Dortmund, l'OM. Mais toi, dans ta tête, il n'y a qu'un seul club, donc c'est l'Olympique de Marseille. Oui, c'est l'Olympique de Marseille parce que la première chose, on avait fait un match contre eux et l'autre, c'est qu'ils venaient de gagner la Champions League, Marseille. Et dans l'équipe de Marseille, ben, ça me parlait plus dans l'ambiance, dans ce qu'on m'avait raconté sur Marseille, que je pouvais retrouver cette chaleur de Brésil au niveau football, au niveau public. Marseille champion d'Europe, c'est dur de refuser de jouer avec des joueurs comme Ruud Voller, Didier Deschamps, Angloma, Dimeco, Barthez. C'est dur de refuser ça. Et même si je savais que c'était pour 6 mois, un prêt de 6 mois, ben, j'ai dit, ben, je vais tenter ma chance parce que je vais jouer dans le club qui est champion d'Europe. Et voilà, je suis parti comme ça parce qu'effectivement, les seuls qui sont déplacés vraiment et qui ont discuté avec le club directement et qui ont montré, qui ont venu vraiment, c'était Dortmund et Benfica. Mais moi, je ne voyais pas du tout aller jouer en Allemagne et plutôt jouer dans un club qui était champion d'Europe. Et c'est fou parce qu'à cette période-là, on se dit, Marjorie, ben, l'OM, ils sont champions d'Europe, enfin, tu vois, tout va bien, tu te dis c'est la grande santé, mais la situation du club était très difficile et je crois que, Sonny, tu vas nous le confirmer, mais c'est le club suisse qui prenait ton salaire encore à charge. Tu as vraiment débarqué en prêt, tu te changeais dans les Algeco à l'époque à la commanderie, enfin, on est loin des conditions d'un club champion d'Europe comme aujourd'hui, quoi. Ben, pas du tout, parce que c'est vrai que l'accord entre l'ancien président qui est décédé depuis Paul-Henrique Valère et Bernard Tapie, c'était un prêt payé, pris en charge par le Servette. J'avais justement le logement, la voiture, plus les primes de matchs à récupérer de l'Olympique de Marseille, parce qu'ils ne pouvaient pas payer un salaire, ils ne pouvaient pas recruter à ce moment-là par rapport aux affaires qui étaient compliquées. Et effectivement, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas? J'ai eu confiance parce que j'ai senti qu'il allait retrouver cette faveur, cette chaleur que j'avais eue au Brésil. Et je savais si j'ai marqué des buts, les choses pouvaient bien se passer pour moi. Tu as évoqué Bernard Tapie. Est-ce qu'on sait que c'est beaucoup de joueurs qu'on a reçus dans le Salon des légendes qui ont évoqué le premier discours avec ce qu'on appelle le boss et qui était capable de transcender comme ça en un rien de temps. Est-ce que toi, il a eu des mots particuliers quand tu es venu? C'est quoi votre premier dialogue à tous les deux? Il y a eu vraiment des relations père et fils. Parce qu'il m'appelait toujours son petit Brésilien. Quand je suis arrivé, vraiment en confiance. Déjà, la présentation que j'ai fait au public, c'était match contre le Auxerre. Au Giroud, il a porté réclamation, j'ai pas pu jouer. Et à ce moment-là, il m'a présenté au public et je suis venu avec lui. Et surtout, c'est le premier match à Martigues. Parce que Bernard, il venait souvent à l'hôtel avant les matchs, il accompagnait des joueurs, nous accompagnait pour le match dans le bus. Et dans le bus pour aller à Martigues, c'est mon premier match, il s'assoit à côté de moi et il lui dit mon petit, t'as 6 mois pour briller, pour venir à l'Esta, pour briller chez moi. Aujourd'hui, tu laisses les autres faire, tu joues, mais pas de pression. En fait, il m'a enlevé complètement la pression que j'avais de ce match-là parce que c'était le match télévisé, c'était le premier match, tout le monde attendait qu'est-ce que ça va donner sur ce match-là avec Marseille. Effectivement, il m'a enlevé toute la pression, j'ai marqué, j'ai fait des passes décisives. Et à partir de là, tout est déclenché. Il a dit, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il m'avait dit, après le match, je t'avais dit que tu avais 6 mois. Je t'ai pas dit que tu avais 6 heures pour, voilà. Et en fait, il m'avait dit que tu as 6 mois pour briller. Et là, j'ai fait sur le premier match. Alors justement, en parlant de ce match, lorsque tu arrives à l'OM, on s'attend tous à ce que tu joues donc contre Auxerre. Et pas du tout, tu joueras le suivant contre Martigues. Ça se passe super bien, mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a une explication à cela?
au fait que tu n'es pas... Ouais, cette histoire, comment Giroud il a fait en fait pour pas te faire jouer? Moi, je suis arrivé dans la semaine, et en fait, le temps de signer le contrat et qu'il soit validé par la Ligue, par la Fédé, en fait, Giroud, il a porté réclamation parce que je suis arrivé, je crois que le match, il était le samedi, je suis arrivé le jeudi, en fait, le temps que valide le contrat il soit validé, qu'il soit homologué par la Ligue, il a porté réclamation. Son point, après, Bernard Tapie n'a pas voulu prendre de risque de me faire jouer, alors que j'aurais pu jouer. Il n'y avait aucun problème, mais on n'a pas voulu prendre de risque là-dessus. Du coup, on a perdu le match, je crois, 3-0. Mais j'aurais pu jouer ce match-là, mais on a préféré ne pas prendre de risque. Lorsque tu arrives dans ce club, il y a déjà de nombreux champions d'Europe, tels que Barthez, Boli, Durand, Dimeco. Comment ils se comportent avec toi? Comment t'ont-ils accueilli en tant que petit Brésilien? Très, très bien. Très, très bien, parce qu'il y a toujours ce côté moqueur, ce côté de rigolade à Marseille, ça m'a mis tout complètement à l'aise, que ce soit Baz, Dimeco, Barthez, Angloma. J'étais tout de suite accroché par Bogossian, qui en a fait vraiment les 6 mois ensemble à Marseille, de jouer avec Ruud Völler. Ils m'ont mis tous à l'aise. Il y avait pas ils ne montraient pas qu'ils étaient plus forts que moi. En revanche, ils m'ont mis tout le temps en confiance. Les penalties, ils disaient tout le temps, c'est Sonny qui va frapper. Le coup franc, c'est Sonny qui va frapper. Voilà, ils jouaient pour que j'ai brillé vraiment. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise, à se manquer. À l'époque, je suis arrivé de la Suisse avec une petite voiture rouge Mitsubishi et qui Dimeco, il disait, c'est quoi cette voiture de l'espace là, pour rigoler, ils m'ont mis tout de suite à l'aise pour être performant dans les entraînements et aussi au match. Il y en a un, quand on revoit un peu les images d'archives, on en voit un qui te parle plus particulièrement et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui puisqu'il est devenu sélectionneur de l'équipe de France. Je pense bien évidemment à Didier Deschamps. Est-ce que il avait ce rôle-là déjà de par son statut de capitaine, voilà, pour ton intégration? J'avais l'impression qu'il te parlait beaucoup. Oui, parce qu'il me parlait énormément tactiquement. Je ne sais pas ce qu'il fallait que je fasse techniquement, mais surtout tactiquement, parce qu'on jouait souvent avec 2 attaquants. Comment je dois aller me placer par rapport à l'autre attaquant, où est-ce que je dois couvrir, qu'est-ce que je dois revenir pour aider le milieu de terrain, empêcher les passes qui est faites entre les défenseurs pour pas mettre en danger le milieu de terrain, et me placer souvent tactiquement sur le terrain. Et ça, c'était important pour moi. C'est parce qu'on est attaquant, même s'il y avait la couture déjà de la tactique au Brésil, d'arriver dans un championnat que je connaissais pas, avec des joueurs, et je pouvais que l'écouter, parce que je venais d'être champion d'Europe, j'étais Deschamps, capitaine de l'équipe de Marseille, les conseils ils me donnaient, et je prenais, et j'ai utilisé à fond, parce que c'était pour mon bien. Et je me souviens, tu vois, anecdote Marjorie, j'en ai discuté de ça quelques années plus tard avec celui qui était à l'époque un jeune attaquant dans l'effectif de l'OM, c'était Marc Libra. Il m'a dit, quand j'ai vu Sonny Anderson, les frappes à l'entraînement, tout ça, waouh, il s'est dit, j'ai un modèle, j'ai quelque chose à suivre. Alors, il n'y a pas eu la même carrière, Marco, mais voilà, ça a été une belle source d'inspiration. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir parce que Marco, quand on commençait, c'était un jeune joueur et lui, il faisait énormément de travail. Moi, même si c'est pas ma demande, c'était la demande de Bernard Tapie de dire qu'il fallait que Marco Marc, il joue pour moi, qu'il avait son âge, qu'il devait travailler pour que je sois performant. Il a fait. Il me souvient même d'un super but qu'il a marqué exceptionnel juste avant mon arrivée à Marseille. On a pu jouer ensemble plusieurs matchs parce que Ruud Völler à l'époque, c'était sa dernière saison, il était pas mal blessé. Et ça m'a fait énormément plaisir de jouer à côté de lui, de donner ce qu'on a pu donner pour l'OM. Alors effectivement, tu as marqué les esprits des supporters marseillais parce qu'en très peu de temps, donc tu as planté 16 buts en 22 matchs. Et comme dirait Romain, ça n'existe plus aujourd'hui ça. Comment tu fais? Ouais, c'est 16 sur les 20 premiers même, je crois. Oui, sur les je suis 20, resté. pas les 22. Ouais, parce qu'en fait, savoir qu'à Marseille, il y a la pression. Et cette pression-là, elle doit être positive. Je suis resté 2 matchs sans marquer. Et je me souviens que je suis allé faire mes courses et je croise des supporters marseillais. Et on me salue. J'ai fait un Sonny. J'ai salué avec le sourire et tout. Il fait non, il faut marquer. Hein. Ça fait 2 matchs que tu ne marques pas.
Bon, en fait, c'est génial parce que cette pression-là, quand vous allez à Marseille, vous savez que cette pression, elle existe en permanence. Que vous êtes bien ou pas bien, il y a l'exigence. Et quand tout va bien, tout va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Mais ça va dépendre que de vous, de prendre cette pression-là de bon côté. Et en fait, à chaque fois que j'ai rentré dans un match, ben, j'étais sûr que j'allais marquer. Et ça, c'était. J'ai même joué les matchs pour être meilleur buteur. Je sais que meilleur buteur, c'était Roger Boli et Djokaev, je crois, 21 buts. Et resté quelques matchs à la fin du championnat, je me suis dit, ben, je peux marquer. Je peux marquer, je peux être meilleur buteur de championnat. En fait, c'est tout simplement de se mettre cette confiance-là de bon côté et de dire que vous êtes capable, en jouant à l'Olympique de Marseille, et de marquer des buts sur tous les matchs. Ouais, c'est pour situer vraiment un jeu, parce que cette saison, elle est particulière. Alors, ça me permet de faire un petit peu d'auto-promo. On avait fait un Phocéen Mag sur cette saison 93-94. C'est le numéro 1. Le numéro 20, vous pouvez le retrouver, les archives sur le Phocéen, parce que pour qu'on vraiment se rende compte, c'était une saison. Il y a eu l'affaire VAOM, il y avait beaucoup d'histoires, c'était très compliqué, il y avait des jugements, il y avait des procès. L'extra-sportif s'était chargé. Et sur le terrain, cette équipe-là, elle parvient quand même à faire deuxième du championnat. Et ça tient sur les buts de Sony, ils sont pour beaucoup. Mais tu avais une saison, c'était aussi chargé que la saison où il y a eu Mitchell, où il y a eu Bielsa, où il y a eu Franck Passy, tout la même année. Et sauf que là, ils sont deuxièmes, ils ne sont pas 15e. Tu regardes la saison de loin sans regarder le résultat des matchs, tu te dis, mais l'OM, là, c'était n'importe quoi. Les joueurs partaient en plein milieu de la saison, tout ça. Tu te dis, ils ont dû finir milieu de tableau. Ben, pas du tout. C'était deuxième, il y a eu un sacré cap de fourni. C'était une performance incroyable, non, Sony? Oui, parce que moi, quand je suis arrivé, on était septième. On est septième de championnat. On commence à gagner des matchs. Et le but, c'était d'aller chercher le Paris Saint-Germain. Je me souviens qu'on avait fait ce match à Paris, où j'ai fait une passe à Roudier qui marque. C'est ce match-là qui nous amène à ne pas gagner le championnat. Parce qu'on fait ce match nul contre Paris, et derrière on gagne la plupart des matchs. On fait match nul à Strasbourg, c'est des matchs qu'on aurait pu gagner. On aurait pu gagner le championnat. Si on avait gagné ce match peut-être contre Paris au Parc, on a fait match nul, on aurait pu gagner le championnat. Et plus on avançait, ce problème-là ne touchait pas les joueurs. Le problème de Excel Sportif ne touchait pas le groupe. En revanche, on était tous revanchards. Pour dire, sportivement, il faut qu'on prouve qu'on a notre niveau, que Marseille n'a jamais perdu sportivement son niveau. Alors, est-ce que tu te souviens de ton but au Havre? Est-ce que selon toi, c'est ton plus beau but? Ou si tu en as un autre à citer? Ben, je pense que le plus beau but, c'est contre Monaco, au Vélodrome, où je reçois le passe de Deschamps, je me retourne, je me frappe en pleine lucarne. Au Havre, c'est vrai qu'il est beau parce que je pars de passe de Dimeco, je pars de milieu de terrain, j'élimine les défenseurs et je frappe de extérieur de pied gauche sur Pifto et je mets en pleine lucarne. Et il est beau parce que je pars de milieu de terrain, j'élimine des joueurs. Mais pour moi, l'enjeu du match contre Monaco, qu'on est mené à la mi-temps, un partout. Et deuxième mi-temps, j'ai fait cette frappe-là et on gagne le match de 1. Alors qu'on est la première mi-temps, on était dominé par Monaco. Surtout, c'est l'enjeu de match et cette frappe-là qui fait que, pour moi, il est le plus beau but que j'ai marqué à Marseille. Il faut aussi parler donc du Classico. Tu fais un match de feu. Tu te pensais incertain et au final, tu casses tout. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait d'autres Brésiliens, Rai, Valdo, Ricardo, avec Ginola, tu avais une équipe de fous. Et c'était mon premier Classico. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je devais peut-être même pas jouer ce match. J'ai fait un entraînement, on était au Foromeux en stage. J'ai fait un entorse à la cheville. Et ça paniquait tout le monde parce que ma cheville elle était complètement gonflée. Et c'était une semaine avant ce match-là. Et je m'entraînais pas beaucoup parce que j'avais super mal. Et comme par hasard, c'est Eric Dimeco qui m'a soigné la cheville parce qu'on était dans la piscine. Il m'a pas taclé, hein. Il m'a pas taclé. Et on était dans la piscine et je faisais un travail avec les palmes. Il arrive, il me tire la cheville vers le bas. Et ça fait mal. En fait, il a remis en place ma cheville. Du coup, j'ai pu jouer. Normalement, je devais jouer avec un strap pour protéger. J'ai joué sans strap et j'étais complètement à l'aise. Il est vraiment trop fort, ce Dimeco. Toi, tu le côtoies en plus. Si tu es dans une émission si j'ai un problème le lundi, de cheville, j'hésiterai pas à aller sur le voir, plateau à lui le lundi demander, soir.
À la fin de la saison, Marseille est donc rétrogradé suite à l'affaire VAOM. On sait bien que tu ne joueras pas donc en D2. Tu pars donc pour Monaco avec justement ton docteur, Éric Dimeco. Oui, et Fabien Barthez qui est venu. Après, il y a Basile qui est venu aussi derrière. Et effectivement, je ne pouvais pas rester parce que dans mon trajet, je ne voyais pas jouer en Ligue 2. Je jouais que des équipes, pour moi, de haut de tableau, des équipes de première division. Je ne voyais pas jouer. Et en plus, Marseille ne pouvait pas recruter. Marseille ne pouvait pas faire de recrutement à ce moment-là et j'étais obligé de me laisser partir parce que j'étais prêté. Et c'est Monaco qui a payé le transfert. Et ça change énormément parce que je suis arrivé la première année à Monaco, ça n'a pas été bien parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles à Marseille, au niveau du public, au niveau d'ambiance qu'il y avait autour de foot, qui n'a pas Monaco. Et ma première saison à Monaco, c'était compliqué. Mais avant de signer même à Monaco, parce que tu as parlé tout à l'heure un jour du match qu'il a fait contre Paris qui était incroyable. Les Valdo, les Rails et tout, une fois qu'ils l'ont vu en face, là, le petit Brésilien, je suis sûr qu'ils ont voulu aussi te prendre à Paris. Tu aurais pu y aller. Oui, j'ai eu une discussion avec le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Comme j'étais libre, je partenais au Servette. Le Servette voulait me vendre parce que c'était une possibilité pour eux de gagner de l'argent. J'ai discuté avec Paris, mais Paris Saint-Germain, je trouvais que c'était un manque de respect par rapport à ce que j'avais fait à Marseille, de me proposer un an en prêt. J'ai dit non, je pense que j'ai déjà prouvé que je suis pas là pour faire des prêts, pour être prêté. Je trouvais que c'était un manque de respect vis-à-vis de moi par rapport à ce que j'ai fait. Et je suis pas parti à Paris parce que pour moi, ils ont manqué de respect en parlant que j'allais être prêté un an. Voilà, effectivement, ils ont essayé, on a discuté pas mal, mais ça n'a pas pu se faire. Sony, en Division 1, tu t'affirmes parce que tu commences à avoir ton propre style. Le remonté de chaussettes. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, ben, elle était déjà depuis le Servette et encore plus à Marseille. En fait, c'est commencé parce que dans les matchs, j'étais fatigué. C'était une façon pour moi de me récupérer, de de revenir au calme. Et je baissais les chaussettes, je remontais. Et quand je remontais les chaussettes au-dessus des genoux, je me sentais mieux. J'étais plus à l'aise. Voilà, ça me donnait une certaine confiance. Et ça a commencé comme ça. Et quand j'étais super bien, j'ai dit, ben voilà, je peux être bien tout le temps, pas besoin d'être fatigué pour monter les chaussettes. Et c'est comme ça, et je commençais à voir ce style-là, et je commençais à être bien à chaque fois que je montais les chaussettes. Et c'est resté, après, c'est un geste qui est resté pendant toute ma carrière. Bah, c'est resté pas que chez toi d'ailleurs, parce qu'il y a des petits jeunes à Monaco qui après ont fait une petite carrière, comme par exemple Thierry Henry, qui ont pris la même manie. Et Thierry, j'ai discuté avec Didier la dernière fois quand on s'est vu à Marseille. Il m'avait dit qu'il avait fait ça pour moi aussi, les chaussettes. Et ça, je ne savais pas. Et Didier, ben, ça me fait énormément plaisir que tu me dises ça. Effectivement, il y a eu des joueurs qui ont fait. Parce que en fait, c'est un style, ça peut être un style bien ou pas bien pour certains, mais moi, c'était par rapport à la mise en confiance que j'avais. Je me sentais super bien avec ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Tu reviens au Stade Vélodrome donc en 1996 avec Monaco. Ils sont leaders, donc tu fais partie de ces leaders. L'OM remonte tout juste, mais l'OM reste bienveillant avec toi parce qu'on t'applaudit même quand tu marques des buts, ce qui est incroyable quand même. Et tout ça en étant resté que 6 mois. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ben non, ben rien. Moi, le moment le plus fort, c'était quand on a été éliminé quand même à Marseille de la Coupe de France, où j'étais moi le tireur de penalty, et moi j'ai raté le penalty. On est éliminé contre Montpellier à la maison, et le public m'a applaudi, ils ont pas insulté. Et derrière, je reviens avec Monaco. Il faut savoir que moi, j'ai pas l'habitude de critiquer, et je n'ai pas de raison de critiquer les clubs où je suis passé parce que j'ai vécu des bons moments et ils m'ont toujours apporté quelque chose. J'ai toujours dit que Marseille, c'était le démarrage de ma saison, de ma carrière, vraiment parce que ce que j'ai fait à Marseille en 6 mois, ça marquait tout le monde. Et derrière, c'était la confirmation. Je pense que j'ai toujours respecté les clubs, j'ai toujours respecté les joueurs où je suis passé, même les supporters, j'ai toujours respecté.
pense que ça, pas vraiment le joueur, mais aussi l'homme qu'ils ont respecté. Tu quittes donc l'Olympique de Marseille pour Barcelone en 1997. Non, Monaco. Oui, Monaco pour Barcelone en 1997 avec un titre de champion de France. Est-ce qu'il te suivait depuis longtemps? Tu étais suivi depuis longtemps par Barcelone? Non, j'ai été suivi par Barcelone la dernière saison, cette saison-là. J'ai su que j'étais suivi par Barcelone juste à la fin quand on fait un match à Metz. J'ai fait un super match, on gagne 3-0, j'ai marqué un super but et il y avait le coach Van Gaal qui était sur la tribune et c'est à partir de ce match-là. Avant, j'avais pas le sentiment où ma personne m'a dit que Barcelone était là. En revanche, j'avais beaucoup l'Inter de Milan qui m'avait suivi depuis longtemps pour m'amener en Italie. Mais pas Barcelone. Barcelone, c'était vraiment cette saison-là où j'ai fini, on est champion, j'ai fini meilleur joueur de championnat de France. Et cette saison-là, elle était exceptionnelle. Pas autant de buts parce que j'ai marqué que 19 buts et je n'ai pas été meilleur buteur de championnat, mais surtout dans l'ensemble, c'est ma meilleure saison. Tu as vu comme il te dit j'ai marqué que 19 buts, c'est vrai, c'est tellement pas terrible. Quand même. C'est pas terrible 19 buts, c'est vrai que cette saison-là, Monaco, ils étaient champions, ils étaient devant dès le début. Et tu disais que l'Inter de Milan te suivait, finalement l'Inter de Milan ont pris l'attaquant de Barcelone, à savoir un certain Ronaldo, bon, pas mal. Et du coup, toi tu es allé à Barcelone et tu te dis, est-ce que tu te dis pas mais je vais dans un truc de fou, c'est-à-dire que je dois remplacer Ronaldo, enfin R9. Est-ce que tu te dis pas ça peut être un challenge, c'est fou quoi comme challenge. Ça fait partie de la carrière d'un joueur et ça fait partie de ma carrière. Parce que si on rappelle bien, je suis venu remplacer Alain Boksic à Marseille, j'ai remplacé Griezmann à Monaco et je viens remplacer Ronaldo à Barcelone. Surtout, c'est qu'on n'avait pas vraiment le même style de jeu et que j'avais confiance en moi. Je ne regardais pas vraiment, je viens pour remplacer quelqu'un. Voilà, parce que sinon, vous ne réussissez pas. C'est surtout les gens qui pensent qu'il va remplacer parce est-ce qu'il va jouer pareil que lui? Voilà. C'est tout le regard des gens. La presse qui parlait énormément, il vient remplacer Ronaldo. On ne venait pas pour remplacer Ronaldo parce que c'est pas possible de remplacer Ronaldo. On parlait de Van Gaal tout à l'heure. Dugarry nous a raconté qu'il a fait jouer milieu défensif. Et il t'a fait quoi à toi? Milieu défensif. Aussi, tout le monde. Tout le monde. Et en fait, on avait 3 matchs joués contre Valence. C'était deux matchs de coupe aller-retour plus un championnat. Et Van Gaal, comme j'étais bon au niveau physique, je pouvais faire des efforts. Et Van Gaal a dit, tu auras 3 matchs à faire et 3 matchs pour défendre Mendieta. Et aujourd'hui, quand je fais des matchs de Barça Légende, je croise Mendieta, on discute de ça, ça lui fait rire parce que lui, il était pas au courant, il comprenait surtout pas pourquoi moi, en tant qu'attaquant, j'étais en train de faire un marquage individuel sur lui. C'est ce qu'il m'avait demandé Van Gaal. Sauf qu'au bout d'un moment, le public, il voit le numéro 9 défendre, de pas être devant le but, de courir de partout. C'est pas ce qu'ils attendent à Barcelone. Ils veulent que le numéro 9 à Barcelone marque des buts. Ils comprenaient pas que c'était la demande de Van Gaal. Et comme j'avais jamais dit, et Van Gaal ne m'avait jamais demandé, n'avait jamais dit devant la presse que c'était lui qui avait choisi de me mettre ce rôle-là, à un moment, j'en avais marre, je suis allé devant la presse, et j'ai dit que soit je joue à mon poste, soit je joue pas. Et Van Gaal m'a dit, tu joueras pas. Il m'a mis 2 mois au placard à m'entraîner sans jouer. Méthode Van Gaal. À l'ancienne. Hein. Mais finalement, donc, en 1999, tu reviens en France, à Lyon, pour 120 millions de francs, ce qui est déjà énorme à l'époque. Alors, penses-tu que pour ce tarif-là, tu aurais pu revenir à l'Olympique de Marseille? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, parce que c'est vrai que c'était une somme, que c'était à l'époque le plus gros transfert en France. Il n'y avait pas eu ce transfert-là avant. En tout cas, j'ai pas eu vraiment de contact avec ces clubs-là. Notamment Marseille, il y a une discussion qui a été faite, mais au niveau de prix, ça ne pouvait pas le faire. C'était la même chose, mon départ de Barcelone, de Monaco à Barcelone. Le prix, il était estimé à 50 millions
80 millions demandé Monaco, Paris Saint-Germain qui voulait m'acheter, il voulait donner 50 millions, Barcelone a payé 180 millions de francs. Et là, c'était la même chose. Lyon a proposé des 120 millions, Barcelone a dit OK, on fait l'affaire. Voilà, ça se marchait, ça fonctionnait comme ça. Mais je sais très bien que cet argent-là, c'est entre les clubs et ça, aucun moment ça m'a dérangé dans ma performance. Et oui, parce que c'est peut-être là, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont des regrets sur Sonny Anderson, en se disant on aurait aimé l'avoir plus à l'Olympique de Marseille. Alors, il l'a dit au moment de la descente en Ligue 2, ben, c'était impossible. L'OM n'avait de toute façon pas les moyens financiers. Mais à ce moment-là, on se dit, parce que l'OM cherchait un avant-centre à ce moment-là. Tout à fait. Et la piste de Lyon, je repris les titres de presse de l'époque, la piste de Lyon, c'était Ibrahima Bakayoko. Et tu avais même des articles de l'équipe qui te disaient Lyon devrait plus recruter Bakayoko parce que c'est moins cher que Sonny Anderson. Et moi, je lisais ça en tant que supporter de l'OM, je me disais c'est parfait, comme ça, nous, on va pouvoir récupérer Sonny Anderson. J'ai pu en parler avec Roland Courbis, qui m'avait dit que oui, lui, ça l'intéressait. Mais que c'est vrai qu'au début, l'OM était un peu plus focus, notamment sur Nicolas Nelka, et qu'ils ont perdu du temps par rapport à Lyon qui a foncé, qui a mis le paquet. Mais ça aurait pu être possible de revenir à l'OM à ce moment-là. C'est là où il y a le regret. Oui, c'est là qu'il y a le regret parce que j'ai discuté effectivement avec Roland, on a discuté et c'était juste la question de transfert parce que ça va que Lyon, celui qui a mis de l'argent pour mon transfert, c'était Pathé. C'est pas vraiment le club, c'est l'actionnaire Pathé qui est rentré dans le club et qui a mis cet argent-là, qui a mis 100 millions pour me recruter. Et Marseille, à cette époque-là, n'avait pas cet argent-là pour le faire. Voilà, c'est pour ça que c'est pas fait parce qu'effectivement, j'étais en discussion avec Roland, on a discuté, mais c'était juste une question de transfert que Marseille ne pouvait pas à ce moment-là payer ce qu'a payé l'Olympique de Lyon. Alors, tu es celui qui va chercher le premier titre de Lyon en Ligue 1, sachant qu'à cette période, il n'y avait pas encore une grosse rivalité entre Lyon et l'Olympique de Marseille. C'est un truc quand même de chercher ce titre-là. Oui, parce qu'en fait, quand dans le projet de club de Lyon, de l'OL, Jean-Michel Aulas avec Bernard Lacombe, c'était que Lyon devient un club, un grand club, parmi les grands clubs en France et aussi en Europe. L'objectif, il était là. Si on se souvient bien, les 2 premières saisons, j'ai fini meilleur buteur de championnat. C'était pour moi de marquer mon territoire et de dire, voilà, on a confiance en moi, pourquoi je suis venu. Et à partir de la 3e saison, voilà, là, je me dis, là, on est capable maintenant d'aller chercher un titre, même si ce titre-là, c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup d'avance sur nous, mais plus ils perdaient des matchs, plus on avait confiance pour gagner le titre, parce qu'on gagnait nos matchs. Et on a mis à distance, on a mis quand même la pression à Lens pour jouer ce dernier match à la maison, pour jouer le titre. Tu sais ce qu'il te dit, quand il te dit j'ai fini meilleur buteur, il avait un peu de concurrence. Quand tu finis meilleur buteur, il y avait David Trezeguet par rapport. Il finit devant lui. Enfin, tu vois, il y avait du lourd. Ouais, c'était pas le seul buteur du championnat de France et il était le numéro 1. Et j'avais une question là-dessus parce que tu rejoins Lyon et ce que je dis, c'est que vraiment, il n'y a pas une rivalité à l'époque avec Lyon. Quand on voit Lyon champion, il parle de ce match contre Lens, Sonny, qui était en tant que même nous cette saison-là de l'OM, on est 9e, on n'avait plus rien à jouer. Tu regardes ça, tu es limite content. Et puis tu te dis, c'est Sonny Anderson, c'est un peu le tien. Je me souviens, Sonny, d'ailleurs, il y a un peu la classe. C'est toi qui vas chercher le trophée. Et si je me souviens bien, tu y vas avec le maillot de Frédéric Ney, non, qui était blessé. Tu voulais pas oublier tes coéquipiers qui étaient sur le côté. C'est un peu la classe. Non, ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas champion de France tout seul. On n'a pas champion de France qu'avec l'équipe qui a joué le dernier match. On est champion de France parce que tout le monde a participé pendant la saison. Et Fred, il s'est blessé gravement. Il ne pouvait pas être là pour la fête. Et effectivement, moi, je me suis dit, la meilleure des choses, c'est de le rendre hommage avec son maillot. Il ne peut pas être là, mais il sera là avec nous, avec son maillot, pour que les gens n'oublient pas qu'il lui aussi, il a participé du titre. Il était là. Et voilà, et c'est pour ça que c'est le collectif qui gagne. Quand on parle, ça peut être banal pour les gens d'entendre, c'est le collectif au premier. Oui, quand vous gagnez un titre, c'est pas les dernières équipes qui a gagné, c'est pas le dernier match, c'est quand même la saison qui a été faite qui a fait qu'on a gagné ce titre-là. Oui, tu vois, c'est ça, je te disais, c'est la classe. Mais là-dessus, c'est vrai que quand on a annoncé aussi Marjorie venue de Sonny Anderson, il y a toujours des messages pour te dire « Ouais, mais Sonny Anderson, c'est un attaquant de Lyon. » Donc tu te dis, c'est des gens qui ne l'ont pas vu jouer à l'OM. La rivalité vraiment avec Lyon, elle démarre après avec les déclats notamment de Jean-Michel Aulas. Toi qui l'as connu et qui le connais très bien, Jean-Michel Aulas, même après ton passage à Lyon en tant que joueur,
Tout à l'heure, on parlait de Bernard Tapie. Est-ce que c'est comparable? Oui, c'est comparable parce que tous les deux veulent le meilleur pour le club. C'est une évidence. Bernard, il a tout fait pour que Marseille gagne la Coupe d'Europe, Marseille soit le plus grand club en France. Et Jean-Michel Aulas, il fait la même chose pour que Lyon soit il a toujours fait pour que Lyon soit le meilleur club. Il a toujours défendu son club. Oui, il est comparable parce que dans le travail que j'ai eu avec lui en tant que joueur, j'avais toujours cette confiance et toujours ce côté paternel qui était le sien avec moi, à l'écoute. Et quand on parlait des choses qui n'allaient pas ou des choses qui allaient, il nous écoutait énormément, notamment moi, que j'étais à l'époque le capitaine de l'équipe. Alors effectivement, à Lyon, l'année suivante, tu marques énormément de buts, ce qui permet à Lyon d'être à nouveau champion. Mais tu partiras en fin de contrat donc à Villarreal, club mythique aujourd'hui, mais qui n'est pas ce qu'il est. Enfin, voilà, il n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui. Non. Pourquoi ce choix à 31 ans, Sonny? Alors, il faut savoir, c'est que moi, il me restait un an de contrat à Lyon et j'avais une lettre de sortie que j'aurais dû envoyer si jamais je restais pas à Lyon, je décidais de partir librement. Et comme on m'a fait comprendre que le coach à l'époque, Paul Le Guen, ne comptait pas sur moi pour la saison d'après, ben, j'ai dit, ben, je partirai. Mais j'avais pas de club quand je suis parti. J'avais aucun club parce que c'était pas dans mon idée de partir. J'ai pas négocié. Mes agents à l'époque n'ont pas cherché un club pour que je parte de l'Olympique lyonnais. Je suis parti en vacances. Je suis parti à Murano à me faire soigner, continuer à m'entraîner parce que si jamais un club qui vient. Et ça a tombé Villarreal, effectivement, Villarreal qui est venu pour proposer un contrat à 34 ans. J'ai dit, ben oui, je pars, je reviens en Espagne, dans un endroit de qualité de vie qui est exceptionnel à côté de Valence, et rejouer le championnat espagnol à 34 ans. J'ai dit oui, je vais de nouveau tenter ma chance. Et ça, la première saison, c'est bien fonctionné. C'est là qu'on aurait dû le prendre en fait. C'est là que C'est à ce moment-là. c'est là que l'OM aurait dû retenter sa chance. Pas eu de. Oui, j'avais encore un an de plus à jouer à haut niveau. Et ça, j'étais conscient. Parce que j'ai fini meilleur buteur de l'UEFA, la fameuse UEFA où on est éliminé en demi-finale par Valence, qui joue la finale contre Marseille. Et là-dessus, Sonny, sur ta carrière, parce qu'après Villarreal, je crois que tu pars au Qatar. Je me souviens, sur cette dernière année à Lyon, tu as mis, me souviens d'un Inter Milan-Lyon où tu mets un but, mais incroyable. Vous avez fait un super match à l'époque là-bas. Tu n'as pas des regrets parce que tu avais un niveau quand même pour jouer aussi en Serie A, en Première Ligue. Tu aurais pu connaître ces ambiances-là. Que tu as couvertes après avec Beansport. Est-ce qu'une fois dans ces stades, en Italie, en Angleterre, tu t'es dit j'aurais pu y être ou tu changes rien? Non, mais je ne change rien. Vraiment, vraiment rien dans ce que j'ai fait dans ma carrière, dans les clubs où je suis allé. Parce que si on regarde bien mon parcours, j'ai eu des titres pratiquement partout où je suis passé, où j'ai marqué les esprits partout où je suis passé. J'ai eu que des bons moments. Non, j'ai aucun regret. La décision de parler en Italie, c'était la mienne et ça a toujours été. Je ne me voyais pas jouer en Italie, tout simplement. J'avais le choix de mon football que je me suis dit, ben, je ne pouvais pas être bon, trouver ce que je cherche dans le football en Italie à cette époque-là. Et je ne suis pas parti. Je savais que l'Espagne, c'était un bon championnat qui correspondait plus. Et j'étais quand même une certaine revanche par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone, un petit peu avec Van Gaal, de retourner en Espagne. Et juste par rapport à... Il disait qu'à Lyon, Paul Le Guen ne voulait plus de lui. Pour la petite histoire, Lyon derrière, ils prennent un autre attaquant brésilien, Giovanni Albert, qui n'a pas marché si bien que ça à Lyon. Alors Lyon, on fait une belle saison, hein, ils finissent à nouveau champion. Mais ce n'était pas à choisir. Je pense qu'à Lyon, ils se sont dit on aurait peut-être mieux fait de garder Sonny une saison de plus. Oui, ben Paul, je l'ai rencontré après Paul Le Guen et il a reconnu effectivement qu'il avait un petit regret parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire une saison comme j'ai fait à Villarreal, à ce niveau-là. Ben, il a reconnu, j'ai dit, écoute, c'est comme ça, c'est le football, on ne peut pas savoir d'avance parce que ma dernière saison à Lyon, on a gagné le championnat, j'étais souvent blessé, j'ai eu une grosse blessure à l'adducteur, ça m'a éloigné du terrain pendant 3 mois.
voilà, c'était 34 ans quand on commence à se blesser. On peut pas imaginer qu'on pouvait faire une saison comme j'ai fait au haut niveau à Villarreal. Effectivement, mais j'étais content parce qu'on a discuté après avec Paul et il m'a dit qu'il avait regretté de m'avoir laissé partir. Sonny, tu as évidemment joué également donc, au niveau international, avec 6 sélections avec l'équipe du Brésil, mais pour un but seulement. 7. Voilà, 7 sélections, on en rajoute une dans la foulée. Avec un but. Donc est-ce que tu te dis pas que tu es tombé dans la pire période de ces sélections, sachant qu'il y avait le plus grand attaquant de l'histoire du football, qui est donc Ronaldo R9? Non, je pas, parce qu'il faut savoir, quand on commence le foot au Brésil, on a un rêve de jouer avec l'équipe nationale de Brésil et de mettre ce maillot, d'aller, de se mettre avant un match, d'entendre l'hymne, de chanter, d'être la fierté de porter ce maillot. J'ai porté pendant 7 fois, j'ai marqué un but. Il faut savoir que à cette époque-là, quand on a des sélections en tant qu'attaquant, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a à l'époque, il y avait Bebeto, Romario, Ronaldo qui est arrivé, il y avait Edmilson, après il y a Rivaldo qui est arrivé derrière. Voilà, c'était exceptionnel de faire cette sélection avec ces attaquants-là. Et j'ai pu le faire, j'ai pu jouer avec Ronaldo, j'ai pu jouer avec l'équipe de Brésil un an avant qui a gagné la Coupe du Monde en 2002. Et j'ai eu aussi la participation avec l'équipe qui est venue perdre en 98. Voilà, j'étais présent pendant des matchs de préparation, des matchs avec les coupes de confédération. Juste d'avoir 7 fois le maillot de Brésil et de la chance de pouvoir marquer même si c'est un but, de marquer avec ce maillot-là, je suis super heureux et fier de ce que j'ai pu faire. Ça vaut tous les buts du monde, en fait. Et d'avoir marqué un but, comme tu dis, c'est déjà extraordinaire dans cette équipe, avec ces personnes qui étaient, pour toi, je pense, un rêve. Donc, oui, c'était un rêve parce que moi, j'ai joué toutes les catégories au Brésil, que ce soit le 18, moins de 20, avec l'équipe de Brésil, les Coupes du Monde avec les moins de 20 ans. Mais quand vous êtes en équipe première et votre première sélection, vous êtes sélectionné, que vous partez, vous avez Roberto Carlos, vous avez Ronaldo, Edmilson, je partais avec Leonardo en sélection, et quand il y avait Tafarel, et quand vous êtes remplaçant, j'étais remplaçant ce match-là, et on perd 1-0 contre la Corée, vous rentrez, vous marquez le but, vous faites une passe décisive pour Ronaldo, il y a penalty derrière et on gagne 2-1. Voilà, et c'est exceptionnel. Pour moi, c'était le bonheur du monde de savoir que mes parents, qui étaient tous devant la télé et qui me voyaient avec le maillot de l'équipe 1, de l'équipe principale de Brésil, pour moi, c'était exceptionnel. C'est incroyable tout ce que tu nous racontes. Mais c'est vrai, ce qu'il dit sur le niveau de l'équipe du Brésil à l'époque, Mario Jardel, alors on a beaucoup parlé à l'OM pour autre chose, mais Mario Jardel à Porto, c'était soulier d'or européen. Ben, il en a quasiment jamais eu de sélection parce qu'il n'y avait pas de place. Non, il n'y avait vraiment pas de place. Sonny, tu as des multiples casquettes. Donc, après ta carrière de joueur, tu as donc une carrière en tant que consultant chez beIN Sport depuis une dizaine d'années. T'arrive-t-il de croiser des gens, des jeunes, comme Romain parlait avec toi en avant-émission, qui te connaissent uniquement en tant que consultant et ne sont pas conscients du joueur à qui ils sont en train de parler? Oui, parce que moi, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, hein, le temps passe et on me voit depuis 10 ans à l'ouverture de beIN Sport, je suis là. Et il y en a qui me connaissent que par beIN Sport, qui n'ont jamais vu jouer. Et il y en a que quand je suis dans la rue, je dis c'est pas vous qui à la télé, c'est pas vous qui êtes chez beIN Sport, c'est pas vous qui, voilà, c'est pas, on me connaisse pas en tant que footballeur. Et là, vous avez à côté quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, un parent, qui dit tu le reconnais pas, tu sais pas qui c'est. Mais non, il travaille chez beIN Sport. C'est assez marrant, c'est assez drôle, mais c'est comme ça et ça va y aller de plus en plus, je pense, de ce côté-là. Heureusement qu'il y a Internet. Ah, ça sert. Ton Insta aussi, hein. On voit un peu tout. Ce soir, tu as 30 000 abonnés en plus. Est-ce que du coup, tu nous as parlé de cette carrière, quand on revoit cette carrière, est-ce que tu te dis vraiment, ce qui manque, c'est de ne pas avoir connu l'OM
plus longtemps en fait, parce que ce passage-là, tu dis, il change tout. Et c'est vrai que je me souviens encore de, voilà, tu disais tes déclats quand tu étais à Monaco, on sentait que l'OM, il y avait toujours quelque chose, même à Lyon, alors que les deux équipes luttaient pour le titre, tu disais toujours, voilà, moi l'OM c'est spécial, c'est spécial. Est-ce que tu te dis pas, ce club il est spécial, j'aurais pu peut-être faire un peu plus longtemps à un moment donné ou un autre? Ouais, le regret peut-être de dire que j'ai pas fait une saison entière en première division avec Marseille. J'ai fait que 6 mois et c'est vrai que ça en était, comme j'ai toujours dit, et c'est la vérité. Si Marseille n'est pas en Ligue 2 à ce moment-là, je reste à Marseille. Je n'avais même pas le côté salaire, côté contrat, et j'aurais resté à Marseille parce que c'était pas la priorité au niveau contrat et salaire. C'était surtout que j'avais quelque chose à faire en plus à cette époque-là à Marseille. Et à chaque fois qu'il y avait la possibilité, on a parlé, que j'ai eu une discussion avec Roland Courbis, c'était que financier à ce moment-là pour le FC Barcelone de vendre, parce qu'il demandait quand même beaucoup d'argent. Je suis pas retourné à Marseille, oui, de pouvoir faire plus de temps. C'est un regret de ne pas jouer plus de temps, de faire que 6 mois à Marseille. Je vais rappeler Roland Courbis. je vais discuter avec Roland, je vais dire qu'il fallait faire quelque chose. Quel regret. Donc c'est bien parce que tu nous as lancé donc sur le sujet, c'est-à-dire que je te laisse annoncer la fin de l'émission. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va faire un petit questionnaire. Donc c'est des questions courtes que nous avons préparées avec Marjorie. Elle va te questionner. Donc à chaque fois, c'est sur un joueur, un lieu, un match. Donc voilà, c'est des réponses courtes. Voilà, donc pas besoin de ton côté de développer si tu as la réponse. Après, bien sûr, tu peux prendre un peu le temps de la réflexion. Okay. Tu es prêt? Allez. C'est parti. Ton principal trait de caractère? Mauvaise foi. Ah, c'est pour ça qu'on comprend mieux. Pourquoi tu ris? Ton principal défaut? Wow. Je suis têtu. Ben, ça peut être une qualité. Oui, mais ça dépend pourquoi. Oui. Pour vouloir marquer un penalty, c'est bien d'être têtu. Voilà. Ouais. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué, qui t'a impressionné? Ronaldo. Ronaldo, logique. Logique. Dans le sens logique, parce que j'ai pas vu un joueur aussi fort, avec une puissance, une technique en même temps. Ouais, j'ai joué avec lui, si je peux le dire, parce que je peux pas parler d'un joueur que j'ai pas vécu, j'ai pas joué, mais un joueur avec qui j'ai joué, c'est lui. Le joueur qui, selon toi, est le meilleur en 2022, au jour d'aujourd'hui? Oh. C'est délicat. Voilà. C'est délicat parce que moi, je parle d'une carrière. C'est ça de parler le moment. Est-ce que les joueurs aujourd'hui, actuellement, pour moi, c'est Karim Benzema. Aujourd'hui, c'est Karim Benzema, le joueur le plus fort aujourd'hui, parce qu'il a duré pendant des années au Real, il continue à le faire. Le Real n'a jamais le même, il continue à être décisif dans n'importe quel match, capitaine. C'est un joueur qui est complet. Pour moi, c'est Karim Benzema. Je mettrai devant, pour l'instant, je mettrai devant tous les autres parce qu'ils n'ont pas fait encore la carrière de Karim. Je parle de Karim parce que Karim, il est exceptionnel. Il a 33-34 ans, il est là. Il est encore là. Tu étais revenu, si je me souviens bien, pour entraîner les attaquants à Lyon. Donc j'imagine que tu as dû croiser Karim Benzema tout jeune. Quels étaient vos échanges à ce moment-là, alors qu'il n'était pas encore en équipe première à Lyon? Ouais, mais il était demandeur. Il était demandeur de travail. Il posait des questions. Il était à l'écoute. La seule chose que les gens ne savent pas, c'est que Karim, il avait confiance en lui énormément, mais c'est pas pour ça qu'il l'écoutait pas. C'était quelqu'un qui avait énormément confiance dans ce qu'il était capable de le faire. S'il faisait un choix, et c'était pour lui le meilleur choix, mais il était à l'écoute. Et quand on parlait, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire autre chose. Il écoutait, il essayait, il travaillait beaucoup à l'entraînement. Et voilà, on échangeait beaucoup et c'est surtout qu'il était à l'écoute. Je pense que d'être à l'écoute de tout le monde, de ne pas avoir raison à chaque fois que vous faites un choix, mais d'être à l'écoute des autres, ça l'a fait progresser. Très bien. Tu valides? Oui, c'est validé. Le joueur le plus fêtard dans
celui qui t'a fait le plus rire ou un peu le plus fou dans les vestiaires ou qui sortait le soir en cachette. Voilà. Fais-nous rêver un Non, peu. fais tard, c'est voilà, hein, c'est les boîtes de nuit, c'est ceux qui Ah, arrivent, on reste que dans... D'accord. qui arrivent tôt le matin. Qui arrive tôt le matin, moi je peux dire que je faisais partie. Non. Non, mais on était toujours tous un peu fêtards à notre époque. Peut-être moins aujourd'hui parce que vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent vous compromettre au niveau des réseaux sociaux que les joueurs ils font pas autant. Alors que nous à l'époque on le faisait beaucoup. Moi j'ai pas envie de balancer mes partenaires. On On était comprend. beaucoup. L'équipe où ça sortait le plus, alors pas un joueur, mais l'équipe où ça sortait le plus. Ben, à Lyon, quand on a gagné le premier titre, c'est l'équipe où on était souvent. C'est pas qu'on sortait, c'est qu'on faisait des choses qu'aujourd'hui, quand on parle, les gens ils pouvaient pas imaginer. C'est-à-dire qu'après les entraînements, on allait boire des bières avec modération, bien sûr, manger des frites après les entraînements. La veille des matchs, on avait un petit groupe où on prenait une petite bouteille de vin avec un peu de foie gras et on mangeait et on discutait la veille des matchs. On était champion de France avec ça. Ouh, c'est Greg Coupé, c'est osé Florent tout ça. Hein. Laville. Salut. Voilà. Justement, le plus fêtard dans les vestiaires. Pas le plus fêtard, pardon, le plus drôle, le plus rigolo. Ouais, le plus gros dans le vestiaire, j'en ai eu à chaque équipe. J'ai eu Eric Dimeco à Marseille, j'ai eu Eric Dufrande à Lyon, et j'ai eu le père Busquets, qui était un ancien gardien de but à Barcelone. Et nous, à Monaco, Monaco, on était beaucoup plus sérieux. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, jusqu'à ce que Eric Dimeco il arrive. Voilà. Sinon, c'était un peu plus sérieux, mais il y a eu un peu partout un ou deux joueurs qui font ça. L'adversaire le plus méchant que tu aies pu croiser sur le terrain, hein, méchant sur le terrain. J'ai pas de souvenir. J'ai vraiment de souvenir qui était le plus méchant. J'essaie de voir dans les plusieurs championnats où je suis passé. J'ai pas eu une équipe. Si, j'ai eu un moment Séville quand j'étais à Barcelone, qui avait une défense qui faisait que les mettre des coups. Un fameux Alvaro, c'est pas le même qu'à Marseille. Mais ouais, il y avait des joueurs qui étaient méchants, c'était connu pour ça à Séville, mais sinon, j'ai pas de souvenir d'une équipe violente, une équipe beaucoup plus agressive que d'autres. D'accord. Ton coéquipier à l'Olympique de Marseille. Ouais, j'ai eu Eric, j'ai eu Angloma, Bogossian, Alain Bogossian, chacun, et Fabien Barthez, mais en fait, je m'entendais bien avec tout le monde et j'avais tellement de respect pour Deschamps, pour Rudy Voller. J'étais dans l'admiration notamment pour Rudy. On s'entendait bien, mais on n'avait pas de complicité à l'extérieur de terrain comme j'ai pu avoir avec Fabien, Bogossian, Dimeco, Angloma. Ton vrai pote dans le milieu du foot. Ton super pote. Mon super pote, c'est Pierre Legge. On est à Lyon, même s'il n'est pas dans le milieu de foot ni audiovisuel aujourd'hui, mais on est arrivé en même temps à Lyon. On est resté tout le temps en contact ici et on n'a qu'une semaine d'écart entre lui et moi au niveau de l'anniversaire. Voilà, on est à peu près pareil. Celui que tu as perdu de vue à Marseille mais que tu aimerais revoir. Alors, moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est Dragan, le Pixie. Pixie Stojkovic, ouais. Ouais, parce que je pense que Dragan, il m'a fait énormément de bien dans son jeu. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a fait du bien pour le football. Quand il est parti au Japon, quand il est parti retourner son pays, ouais, c'est un joueur que j'aurais bien aimé de nouveau le voir et d'avoir des contacts avec lui, parce que je pense que niveau football, il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre et discuter avec lui football, c'est exceptionnel. On va lancer un petit perdu de vue. On va faire quelque chose. Donc, le meilleur entraîneur que tu peux avoir, celui avec qui ça s'est le mieux passé. Parce que c'est super important, ça, dans une carrière. Ouais, à part Van Gaal, qui s'est pas très bien passé, mais que j'ai appris aussi des choses pour ma réussite à Lyon, je n'ai eu que des bons. J'ai eu que qui m'ont tous appris quelque chose. Moi, je pense que c'est Jeannot Tigana, celui avec qui j'ai appris plus de choses
c'était le professionnalisme déjà. Quand je suis arrivé à Monaco avec lui, au niveau de la nourriture, au niveau des horaires, au niveau de l'exigence dans l'entraînement, parce qu'il c'est quelqu'un qui avait fait de haut niveau en tant que joueur, qui m'a appris énormément de choses. Jeannot, pour moi, c'était celui qui m'a apporté énormément dans ma carrière. Et à l'inverse, celui malheureusement avec qui ça s'est mal passé, ou peut-être qu'il n'y en a pas? Je crois qu'on a la réponse. Et sportivement, je peux dire que c'est Van Gaal. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau humain, c'est Van Gaal. En revanche, il m'a appris énormément de choses sur le terrain, parce que c'était un vrai coach sur le terrain, tactiquement, d'apprendre des choses. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai toujours dit que c'est grâce à ce qu'il a fait avec moi que j'ai réussi à Lyon, parce que forger un caractère exceptionnel quand vous avez cet homme-là en tête de l'équipe, parce qu'il n'y a pas le côté humain, mais il y a le côté sportif qui est exceptionnel. Moi, j'avais le plaisir d'aller à l'entraînement à Barcelone parce que ces entraînements, ils étaient exceptionnels. Après, le côté humain, oui, c'est le plus mauvais, c'est celui que je ne souhaite à personne qu'il soit entraîné. Il faut avoir un sacré mental. Oui, il faut différencier les choses. Moi, j'étais un footballeur, mais je voulais pas qu'il m'embrasse tous les jours, je voulais pas qu'il me fasse de la bise. Il me disait pas bonjour, mais moi, ce que je voulais, c'est d'être performant. Et il me donnait les outils. Il me donnait des outils sur le terrain pour être performant. Voilà, c'est ce qui comptait pour moi. Si tu avais le sort d'un match, c'est ça où j'ai pouvais dû changer, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Si tu peux changer un match. Un mot. Si tu pouvais changer, donc un match, ce serait lequel? Le sort d'un match. Changer le sort d'un match. Wow. Je sais pas. Alors là, un sort d'un match. Je sais pas parce que il y a plusieurs matchs il y a des faits de jeu qui fait qu'on perdu. Il y a des matchs qu'il il y a pas eu la réussite. J'ai eu l'échec, mais ça m'a amené la réussite par la suite. J'ai pas vraiment un match. Peut-être le 3-3 Lyon Inter à la maison. Si on gagne ce match-là, on passait pour la deuxième phase de groupe. À l'époque, c'était comme ça la Champions League. C'était ce match-là, peut-être qu'on méritait de se qualifier. On fait 3-3 à la maison et on est éliminé. As-tu une anecdote à nous raconter avec un supporter de l'OM? Quelle est ta meilleure anecdote? Avec un supporter, j'avais déjà dit, c'était celle de quand je fais mes courses et qu'il me salue, j'ai salué avec le gros sourire et qu'il me dit oh, ça fait 2 matchs, il faut marquer. Voilà, c'est surtout ça. Après, j'ai pas eu vraiment des anecdotes avec les supporters autres qui a pas le terrain et l'envie qu'ils donnent pour ce club. Il y a quand même des relations. Enfin, quand tu es venu au Vélodrome encore récemment, on a pu voir à l'Orange Vélodrome qu'il y avait quand même pas mal de supporters qui, eux, t'avaient vu jouer, se souvenaient de toi. Il y a toujours une grande... À l'applaudimètre, tu étais bien plus applaudi que des joueurs plus récents parce qu'on se souvient, tu as laissé un bon souvenir. Il y a une relation spéciale encore. Ouais, ça veut dire que la moyenne d'âge de ce match-là était élevée. C'est dur. Mort de rire. Est-ce que c'était la première fois que tu remettais les pieds sur la pelouse du Vélodrome? Pas dans le stade, sur la pelouse. Sur le nouveau, oui. Ouais, parce que j'avais joué avec Lyon déjà, mais il n'était pas comme ça le stade. Ok. De quoi es-tu le plus fier? Oh là là, je suis fier de la chose. Je suis pas fier vraiment de ma carrière. Elle fait partie de ma vie et ma réussite, elle fait partie de mes enfants. Je suis fier de mes enfants, de ce qu'ils sont en train de devenir. Je suis fier de ce qu'ils sont aujourd'hui et de l'éducation qu'on a pu donner, qu'ils utilisent aujourd'hui dans leur vie quotidienne pour leur réussite. Je suis fier d'eux. Sony. C'est un beau message. Oui, dans ta carrière, ce sera une dernière question qu'on voulait te poser avec Romain. Dans toute ta carrière, si tu avais un moment, un seul, à nous parler, à prendre plaisir, à nous raconter, ce serait lequel? Dans ma carrière? Wow. C'est compliqué, hein? En fait, je parle toujours c'est assez important pour moi de parler de ce que j'étais avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ma carrière, elle a commencé tôt.
ma réussite de football pendant 20 ans, de rester au haut niveau, c'était parce que j'ai eu une enfance et j'ai eu un père qui m'a vraiment poussé pour être ce que je suis devenu, pour être footballeur, pour montrer des choses fortes. Quand vous êtes en train de jouer et que vous dribblez un gardien, dribblez les défenseurs, qui vous marquez pas, et que votre père il est entraîneur à ce moment-là et qui vous dit votre place elle est sur le banc et que vous rentrez à la maison après, pendant 2 jours vous mangez pas parce que vous n'avez pas fait ça correctement, vous n'avez pas fait votre métier correctement. Ça montrait ce que c'était le métier. C'était pas, je suis pas là, les gens ils viennent vous voir, on rentre, ils m'expliquaient que pour nous on fait rêver les gens. Les gens ils sont des milliers à venir nous voir pour qu'on fasse rêver. Et j'avais pas le droit de manquer de respect vis-à-vis déjà de l'équipe et des gens qui venaient me voir. Voilà, j'ai compris tout de suite que ce métier de footballeur, c'est pas juste un métier, c'est une passion et cette passion fait que les gens ici, ils ont de la passion pour ce qu'on fait. Voilà, il m'a appris ces choses-là et ça, c'est des moments pour moi que je n'oublierai jamais. Ça m'a suivi pendant toute ma carrière. Ce moment-là, ces mots de mon père, tous ces mots-là. Merci de nous avoir révélé ça. Merci Sony. Vraiment, merci à vous. C'était super de t'avoir et c'est une belle leçon et c'est surtout, j'espère que parmi tous les spectateurs, les supporters de l'OM qui nous regardent, il y en a qui se rappellent donc cette saison que tu as faite. Tu n'es pas resté longtemps, mais vraiment merci pour ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Voilà, petit message, je sais que tu es un des joueurs préférés de notre patron. Voilà, Sébastien Volpe. C'est vrai. Ouais, c'est voilà, tu vois, c'est j'ai plus de maillot. Hein. Tant pis pour lui, mais tu vois, quelque part, je te dis ça, moi, parce que tu es un de ses joueurs préférés. Derrière, il a fait un site sur l'OM. Aujourd'hui, c'est mon métier. Peut-être que sans toi, ben, j'aurais pas ce poste-là, j'aurais pas ce métier-là. Donc, c'est aussi grâce à toi. Je te remercie. On te remercie tous, en fait. Merci. C'était cool. C'est toujours plaisir de partager avec vous et avec les supporters aussi de l'Olympique de Marseille, parce que moi, je dis toujours, les gens m'identifient énormément avec l'Olympique lyonnais parce que je suis passé 4 ans à gagner les titres et les gens ils oublient ce que l'OM m'a donné et que je remercie énormément l'OM aussi de ce qu'ils ont fait pour moi. Et ouais, toi, tu n'oublies pas l'OM et ça, c'est beau. Merci beaucoup, Sony. Bonne continuation. On sait que tu es conseiller du président à Lyon-la-Duchère. C'est un club qui est en National 2, qui a joué contre la réserve de l'OM. On te recroisera donc avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sony. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.